France 24 et La Première présente... Bonjour et bienvenue dans Outre-mer, l'émission consacrée à l'actualité et à la découverte des territoires ultramarins. L'actualité de la semaine est marquée par les tensions en Nouvelle-Calédonie autour de l'élargissement du corps électoral pour les élections provinciales. A tout de suite. Mais tout d'abord, la rage est de retour sur le territoire français. 3 patients sont décédés à l'hôpital de Cayenne, dont un au moins était infecté par le virus. C'est le premier cas documenté en 16 ans. Les 3 patients venaient d'un site d'orpaillage illégal. Les autorités sanitaires tracent les personnes susceptibles d'avoir été en contact avec le malade. Une mission de santé publique va se rendre sur place. L'orpaillage illégal qui était l'un des thèmes de la visite d'Emmanuel Macron en Guyane en début de semaine. Lors de ce déplacement, une famille est décédée dans l'incendie d'un squat à Cayenne. Le président de la République s'est rendu sur place, un drame qui illustre le défi migratoire en Guyane. Gervais Nithieu. Merci beaucoup. C'est un drame qui illustre sans doute l'épineuse question de l'immigration illégale en Guyane. 3 personnes décèdent dans un incendie qui s'est produit dans un squat à Cayenne. Et là, malheureusement, donc on a un couple et un enfant, c'est ça? Exactement. C'est la même famille? C'est la même famille et on soupçonne qu'il pourrait y en avoir un 4e, on recherche encore. Une centaine de personnes, des étrangers en situation irrégulière pour la plupart, vivraient dans ce quartier de la Rocade Félix Eboué. Un quartier où fleurissent des habitats informels. Personne, les élus, l'État ne fait rien. Qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut rien dire. C'est pas la première fois qu'ils viennent, on les montre. On a des problèmes d'électricité, on les montre, personne ne bouge. En déplacement en Guyane, le président de la République a réaffirmé l'engagement de l'État sur le champ de la maîtrise des flux migratoires dans ce département. L'action qu'on doit conduire, c'est de continuer à renforcer la lutte contre l'immigration clandestine, parce que c'est un levier absolument essentiel pour réduire la pression qu'il y a sur le sol guyanais. 2, c'est d'avoir un travail pour accueillir dans la dignité, dans l'hébergement d'urgence et l'école, les enfants et les familles qui arrivent dans ces situations, surtout quand elles sont à protéger. La Guyane est actuellement confrontée à une pression migratoire particulièrement forte. De nombreuses familles haïtiennes fuyant l'insécurité dans leur pays arrivent presque tous les jours à Cayenne. Y affluent aussi des centaines d'Afghans et de Syriens qui empruntent la nouvelle route migratoire, route créée depuis le Moyen-Orient vers l'Europe, en passant par l'Amérique du Sud. Et lors de sa visite d'État au Brésil, Emmanuel Macron et Lula se sont engagés à lancer un programme d'investissement d'1 milliard d'euros pour lutter contre la déforestation de l'Amazonie guyanaise et brésilienne. En Nouvelle-Calédonie, la tension monte autour du sujet ultra sensible du corps électoral pour les élections provinciales, provoquant manifestations et contre-manifestations des indépendantistes et des non-indépendantistes. Les listes électorales sont figées depuis 1998 au profit des Kanaks minoritaires sur le territoire. Un projet de réforme constitutionnelle prévoit de l'élargir. Écoutez. Le corps électoral, c'est ça qui a élu le gouvernement, élu le Congrès. Et nous, on ne veut pas bouger dessus parce que, ça y est, on a considéré qu'on a encadré nos populations en 88, en 98, et c'est normal qu'on doit rester là-dessus. Et on ne partira pas, on va se battre, et je le dis à Paris aujourd'hui, je le dis à tous les parlementaires qui tremblent, qui ont peur que ce soit le bordel en Calédonie. Le bordel, c'est nous qui le mettrons si on essaye de nous marcher dessus. Ça suffit maintenant. Et on voit tout de suite les enjeux autour de ce corps électoral avec Nora Nonnet. C'est l'un des dossiers politiques les plus sensibles sur le Caillou, la révision du corps électoral. Gelé depuis l'accord de paix de Nouméa de 1998, les listes électorales pour les scrutins provinciaux n'ont pas évolué. Une décision prise à l'époque pour préserver le poids politique des Kanaks en infériorité numérique sur le territoire. Aujourd'hui, plus de 42 000 personnes ne peuvent pas s'exprimer lors de ces élections provinciales, soit un électeur sur 5. Les provinciales sont des élections cruciales car les provinces détiennent une grande partie des compétences économiques, touristiques et en matière de santé. Les non-indépendantistes réclament un élargissement du corps électoral, les indépendantistes y sont opposés. Selon le projet de loi constitutionnelle du gouvernement,
En l'absence d'accord, le vote serait ouvert aux personnes ayant au moins 10 ans de résidence en Nouvelle-Calédonie, ce qui ajouterait 25 000 électeurs. Le Sénat a examiné ce texte et doit le voter solennellement le 2 avril prochain. Puis, l'Assemblée nationale se penchera dessus. S'il est adopté dans les mêmes termes par les deux chambres, députés et sénateurs se réuniront en congrès à Versailles pour que ce dégel du corps électoral soit définitivement entériné. Le crabe, roi des fêtes de Pâques aux Antilles, pour les traditionnels plats de Kalalou en Guadeloupe ou de Matoutou en Martinique. Le crustacé est chassé depuis le mois de février. Il est aussi essentiel à la préservation de l'écosystème. C'est le dossier de cette édition signé Delphine Besse et François Marlin. Quartier Trois-Rivières, les chasseurs de crabes affluent de toute l'île depuis l'ouverture officielle de la saison. Ils sont une cinquantaine à piéger les crabes de terre. Ils n'ont que 5 mois dans l'année, de mi-février à juillet, afin de préserver l'espèce. Le crabe de terre est l'une des 7 espèces vivant dans la mangrove. Et pour assurer la survie de l'espèce, les autorités veillent au respect de la taille minimum. On essaie d'avoir les crabes avec de belles pinces, avec une carapace assez costaud, au-delà de 8, et que le client aussi soit content, et puis que nous, demain, quand on revient l'année prochaine, ceux qu'on a lâchés, on va les retrouver. Le crabe est indispensable à l'écosystème, car les galeries qu'il creuse partout, jusqu'à 60 cm sous les arbres, assurent la régénération du sol. Le crabe va mélanger par exemple le sol par le fait d'habiter et de creuser ses terriers. Ces galeries vont permettre à l'eau, par exemple de pluie, de mieux pénétrer dans le sol, mais ça va permettre aussi les échanges d'oxygène et surtout ça va permettre de mélanger le sol. Et ça, la végétation qui constitue la mangrove, c'est-à-dire les palétuviers, ils ont besoin de ce mélange, etc., pour pouvoir puiser les nutriments dont ils ont besoin. Si demain il n'y avait plus de crabes dans des mangroves comme celle-ci, qu'est-ce qui se passerait? Les mangroves simplement disparaîtraient. À mesure que l'on approche de la mer, les palétuviers rouges font désormais partie du paysage. Sur ces racines plongeant dans ces bras de rivière, d'autres espèces de crabes ont leur habitat. Un autre écosystème, protégé par les arrière-mangroves que l'on vient de traverser. Si on ne protège pas en fait les arrière-mangroves, on va avoir une disparition progressive des mangroves qui se trouvent en front de mer ou alors sur le bord des rivières. Déséquilibre délicat où l'impact humain a une immense influence de l'amont vers l'aval, alors que nos mangroves protègent nos côtes de l'érosion et de la montée des eaux. À Paia, à l'ouest de Tahiti, l'Institut Malardé collecte, valorise et conserve une cinquantaine de plantes aux vertus thérapeutiques en voie de disparition. Un programme de recherche qui a aussi pour objectif de combiner science et transmission d'un savoir ancestral. Laïd Beritane. Recenser, conserver, valoriser. Dans cette serre située à Paea, à l'ouest de Tahiti, une cinquantaine de plantes aux vertus thérapeutiques sont cultivées et étudiées par les chercheurs de l'Institut Louis Malardé. Des bénévoles prêtent aussi main forte à cette initiative en faisant don de plants. C'était ça le vrai problème, c'est la disparition. Qui est bouffée par les pestes animales, là, escargots, limaces, grillons. Et peut-être aussi le mode de vie. Le mode de vie aujourd'hui, les gens sont un peu plus mécanisés, ils sont un peu plus avec des voitures, des engins qui vont dans les vallées et donc qui abîment pas mal de plantes. Turia Clark est tradipraticienne. Elle transmet aux scientifiques son savoir. C'est sa contribution à l'histoire de ses ancêtres. C'est bon aussi pour apprendre aussi ceux qui ne savent pas c'est quoi ces plantes-là et pour faire revivre encore nos plantes parce que ça a été perdu et ça a été endormi aussi, mais aujourd'hui il faut réveiller. L'Institut Louis Malardé a initié ce programme en 2022 avec un objectif principal, combiner science et transmission des savoirs. Les plantes, parce qu'elles sont actives, il y a le bien et il y a le mal. Donc il faut connaître le bien, bien sûr, mais aussi le mal. Le mal, c'est en fait la cytotoxicité des plantes pour pouvoir en faire un usage le plus sécurisé possible. Ce programme est soutenu par les ministères de l'Agriculture et de la Santé. Un texte est aussi en préparation pour éviter la marchandisation de ces savoirs ancestraux. L'incontournable des fêtes de Pâques, c'est le chocolat. Nous vous emmenons à La Réunion où un producteur transforme lui-même le cacao de la plantation familiale en tablettes de chocolat. Reportage à Saint-Philippe de Loïs Mussard. C'est ici, à Saint-Philippe, que se trouve l'antre de Franck Morel. C'est là qu'il transforme son cacao.
Le post-récolte, il consiste d'une part à écabosser, donc ouvrir les cabosses de cacao pour les mettre à fermenter. Rien n'est laissé au hasard. Chronologie et durée de maturation, température, toutes les étapes requièrent dosage et minutie d'une rigueur scientifique. Une fois fermentées, les fèves de cacao sont séchées au four, ni trop vite, ni trop lentement, pour obtenir une matière première de qualité. Direction ensuite une autre partie de son atelier, dédiée à la phase de torréfaction. Ici, le cacao est malaxé et chauffé à température constante pour exhaler ses parfums. Le plus important, le contrôle olfactif. Du cacao torréfié au produit fini, il ne reste qu'un pas, ou presque. D'ailleurs, à quel moment peut-on parler de chocolat? Le gruyer, c'est une fois la fève concassée. On a le gruyer, ce gruyer-là, on le met dans la machine. Et quand le gruyer il vient à l'état liquide, c'est la phase où on appelle ça la liqueur de cacao. Et c'est une fois que l'on a rajouté du sucre ou autre produit à cette liqueur-là qu'il appelle ça le chocolat. À l'approche de Pâques, il a décidé d'élargir son offre avec du chocolat au lait agrémenté d'une petite touche en clin d'œil à la spécialité de Saint-Philippe. On a fait le chocolat au lait à la vanille de Saint-Philippe, qui permet de valoriser la vanille aussi dedans et ramener des notes un peu plus gourmandes au cacao. Franck a réalisé le rêve de son père en transformant le cacao de la propriété familiale en chocolat. Au bout de 5 ans, Franck produit environ 1000 tablettes de chocolat à l'année, une production qui devrait augmenter en fonction de ses récoltes de cacao. Et c'est la fin de cette édition. Vous pouvez réagir et revoir l'émission sur france24.com, lapremière.fr et les réseaux sociaux. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24. Bienvenue à Rio de Janeiro, je suis Fanny Lothaire, la correspondante de France 24. Retrouvez-moi dans nos émissions et nos journaux pour vous raconter toute l'actualité du Brésil, du Paraguay et des Guyanes. Fanny Lothaire, l'une des 200 correspondants de France 24 dans le monde.
Bonjour, je suis Laure Manin d'Actuel, l'émission de celles qui font changer le monde. Chaque semaine, découvrez nos reportages et interviews sur ces personnes qui font bouger les lignes d'une société encore largement dominée par les hommes. Retrouvez-moi dans Actuel sur France 24 et France24.com.